Dans l'Europe de la Renaissance, la France occupe une place triplement particulière. Particulière d'abord par sa situation géographique, au carrefour des routes commerciales, politiques et diplomatiques de l'Italie, des Pays-Bas, du Saint-Empire et de l'Espagne. Particulière ensuite par les profondes divisions qui la traversent, notamment en raison des guerres qui opposent la France à l'Angleterre, ainsi que le clan des Armagnacs et des Bourguignons. Particulière, enfin, par la richesse d'une vie artistique qui se nourrit de ces rencontres et de ces métissages. C'est à ces échanges artistiques, faits d'emprunt et d'inclusion, que cet épisode sera consacré. La France du XVe siècle, on l'a dit, se situe au carrefour des différentes innovations artistiques qui se mettent en place en Europe durant la même période. Cette situation explique qu'une partie des artistes, que nous avons déjà eu l'occasion de citer dans le cadre des chapitres précédents, sont actifs en France, ou ont vu leurs œuvres connues, étudiées et imitées en France. C'est à Champmol, près de Dijon, que les talents des Néerlandais Klaus Sluter, Melchior Bruderlam, Jan Malwal et Henri Belchose se feront connaître. Mais c'est aux Hospices de Beaune, à 20 km au sud de Dijon, que Rory van der Weyden peindra son triptyque du Jugement dernier. C'est aussi à Dijon, comme à Avignon, que les œuvres de Simone Martini sont diffusées auprès des artistes français. C'est dans le duché de Berry, à Bourges, ou dans ses environs que les frères de Limbourg repenseront l'art de l'enluminure, avant de voir leur modèle imité par leurs compatriotes néerlandais, dans les Pays-Bas, mais aussi à Paris, où ils sont alors nombreux, jusqu'à former une véritable colonie d'artistes étrangers, extrêmement populaires et influents. Nous avons notamment parlé du maître de Boucicaut. L'un des premiers peintres français à avoir tenté de faire la synthèse de ces différentes tendances est Jean Fouquet, né vers 1420, peut-être dans la ville de Tours. Sa formation reste un mystère. Ces tableaux semblent montrer une connaissance assez précise des enluminures du maître de Boucicaut, ce qui laisse éventuellement supposer qu'il a pu être formé dans le milieu des peintres enlumineurs néerlandais et français, alors actifs à Paris. Il est certain en tout cas qu'il a su toute sa carrière aussi bien peindre des manuscrits que des tableaux. Nous savons également qu'au milieu des années 1440, il est en Italie. Durant ce séjour, il vit à Rome en même temps que le pape Eugène IV. D'autres témoignages plus tardifs confirment d'ailleurs ce séjour à Rome, dont celui de Giorgio Vasari. Il est probable que durant ce séjour, il rencontre Fra Angelico, qui y travaille entre 1445 et 1450, et dont il tirera un goût singulier pour la simplicité compositionnelle, une certaine froideur expressive et un goût pour la géométrisation des formes, y compris celle du corps humain. La date précise de son retour en France ne nous est pas connue, sans doute au début des années 1450. Il fait alors connaître ses talents de peintre enlumineur, comme dans ses heures d'Étienne Chevalier, aidé notamment par un peintre anonyme, que les historiens de l'art ont baptisé du nom de convention de Maître du Boccace de Munich, qui est peut-être l'un de ses fils, Louis ou François. Sa peinture est également appréciée auprès des membres de la cour de France, je l'ai dit, y compris auprès du roi Charles VII, dont il immortalise les traits dans ce célèbre portrait. Où, tout en montrant sa parfaite connaissance des solutions plastiques des maîtres néerlandais, précision dans le rendu des matières et des effets lumineux, cadrage resserré autour du corps, visage vu de trois quarts, il innove en mettant en évidence de manière à la fois expressive et illusionniste les mains qui, au premier plan, semblent faire sortir la figure de son cadre et entrer dans l'espace réel du spectateur. Parmi les membres de la cour qui font appel au talent de Fouquet figure Étienne Chevalier, le trésorier du roi de France, qui lui commande un diptyque destiné à être accroché au-dessus de son tombeau dans la collégiale Notre-Dame de Melun, près de la sacristie. D'où le surnom de ce retable, appelé aussi le diptyque de Melun. Ce tableau votif est peint vers 1452-1458. Les deux panneaux qui le constituent
ont été détachés dans les années 1770 et sont aujourd'hui conservés dans deux musées différents, à Anvers et Berlin. Le volet droit représente une Vierge à l'enfant allaitante entourée d'anges. Le volet gauche est occupé par les figures du donateur, aux côtés de saint Étienne, son saint patron. Le livre, à la reliure rouge et à la tranche et au fermoir doré, est peut-être un exemplaire des évangiles, à moins qu'il ne s'agisse des Heures d'Étienne Chevalier, elles-mêmes peintes par Fouquet et son atelier, et que nous venons de voir. Sur ce livre est posée une pierre qui fait référence au martyr de saint Étienne qui est mort par lapidation, tout comme le sang coulant du crâne du saint. De nombreux aspects de ce diptyque le rattachent aux traditions néerlandaises que Fouquet connaissait certainement de première main. La répartition singulière des anges, entre ange rouge et ange bleu, est assez fréquente chez les peintres actifs dans les anciens Pays-Bas ainsi que dans le duché de Bourgogne. Rappelez-vous que dans l'Annonciation peinte par Melchior Broederlam pour la Chartreuse de Champmol, la figure de Dieu le Père, particulièrement détaillée et coiffée d'une tiare papale, est entourée d'un double cercle angélique fait de séraphins rouges et de chérubins bleus dans le coin supérieur gauche de la scène. Plus largement, Fouquet cherche ici à synthétiser deux tendances de la peinture nordique. La première bien connue est celle de la Vierge à l'enfant devant laquelle prie le donateur. On la retrouve naturellement dans la Vierge au Chancier-le-Rollin de Van Eyck, où le donateur est représenté dans le même espace que le Christ et sa mère. Fouquet fait toutefois un choix un peu différent, qui consiste à représenter les deux figures divines d'une part et le donateur accompagné de son saint d'autre part dans deux panneaux différents, mais qui sont réunis par les jeux de regard d'Étienne Chevalier, s'adressant directement à la Vierge et à l'enfant Jésus, mais encore par une perspective unifiée, sur un modèle qui évoque par exemple le triptyque de Dresde de Van Eyck. Dans le diptyque de Melun, si l'arrière-plan des deux panneaux semble radicalement différent, les lignes de fuite dessinées par les pilastres et le sol à damier du panneau gauche se réunissent sous le menton de la Vierge comme pour matérialiser le lien spirituel et non visuel qui unit le donateur à la Vierge, tandis que le Christ lui adresse en retour un regard froid mais insistant. À la différence de ces illustres modèles néerlandais toutefois, Fouquet ne représente pas le donateur en pied, mais coupé à mi-corps, selon le modèle du portrait mis en place dans les années 1440 par Jan van Eyck et que l'on retrouve par exemple dans ce portrait de Petrus Christus déjà évoqué dans un précédent épisode. En une œuvre, Fouquet parvient ainsi à condenser deux genres artistiques différents. Ces innovations lui vaudront d'ailleurs une fin de carrière glorieuse. En 1455, il devient enfin le peintre du roi sous Louis XI, peu de temps avant sa mort, entre 1478 et 1481. Mis à part Paris, un autre foyer occupe une place centrale dans la vie artistique française du XVe siècle. Il s'agit de la Provence, dans le sud-est de la France, qui appartient alors à la maison d'Anjou. Nous citerons ici 4 artistes qui s'y sont illustrés durant les 2 derniers tiers du XVe siècle. Le premier de ces peintres est un véritable mystère de l'histoire de l'art, en même temps qu'une de ses inventions les plus récentes. Il s'agit de Barthélemy d'Eck. De nombreux documents attestent de l'existence d'un Barthélemy d'Eck, originaire d'Allemagne et gendre du brodeur, peintre et marchand de tissus liégeois Pierre Dubillon. Sa trajectoire, en revanche, n'est connue qu'en pointillé. Nous ignorons par exemple s'il entretient des liens familiaux avec les Van Eyck, ce nom étant assez commun au XVe siècle. En 1440, un Barthélemy est mentionné à la cour bourguignonne de Philippe le Bon, y travaillant. Mais une nouvelle fois, le caractère courant de ce prénom empêche tout rapprochement automatique avec Barthélemy d'Eck. Nous savons en revanche que quelques années après que son beau-père commence à travailler pour René d'Anjou, d'abord à Naples où il est mentionné en 1440, puis à Aix-en-Provence, Barthélemy d'Eck le rejoint dans le sud de la France. En février 1444, il est en effet mentionné comme témoin en compagnie du peintre Enguerrand Carton, sur lequel nous reviendrons dans un instant, à Aix-en-Provence, et désigné comme Maître Barthélemy d'Eck, peintre. Magister Bartholomeus de Eyck, pictor.
Vers 1447, Barthélemy d'Eck est présenté comme, je cite, le peintre et varlet, c'est-à-dire valet de chambre de René d'Anjou, duc d'Anjou, dont nous avons parlé dans le précédent épisode. Entre 1447 et 1449, il travaille au château ducal de Tarascon, travaillant pour le duc d'Anjou, mais aussi pour son entourage en Guyenne et à Angers. Il coordonne par ailleurs les activités des peintres actifs à la cour du roi René en s'occupant d'acheter les pigments et de les payer. Et il est mentionné pour la dernière fois le 26 décembre 1469. Si l'existence documentaire de Barthélemy d'Eck est avérée, l'association de son nom à des œuvres conservées est plus compliquée. Comme l'activité du peintre est attestée à Aix-en-Provence, son identification avec les œuvres jusque-là attribuées à 3 artistes, qui sont décrits par les historiens de l'art sous 3 noms de convention, à savoir le maître de René d'Anjou, le maître du cœur d'Amour-et-Prix et le maître de l'Annonciation d'Aix, dont les corpus représenteraient différentes phases de la carrière d'un même peintre, Barthélemy d'Eck, cette identification donc est relativement crédible, mais elle demeure fort conjecturale. En effet, en l'absence de nouveaux documents confirmant ou infirmant ces hypothèses, la plus grande prudence est exigée quant à l'attribution définitive des œuvres citées à l'auteur Barthélemy d'Eck. Le maître de l'Annonciation d'Aix fait partie aujourd'hui des noms de convention les plus souvent associés au nom de Barthélemy d'Eck, jusqu'à ce que pour certains historiens de l'art, mais pas tous, loin de là, il soit certain désormais que ces 2 artistes ne font qu'un. Le maître de l'Annonciation d'Aix tire son nom de convention d'un triptyque daté des années 1443-45, autrefois conservé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence et aujourd'hui démembré en 6 panneaux conservés dans 3 musées à Amsterdam, Rotterdam et Bruxelles, ainsi qu'une église, l'église de la Madeleine à Aix-en-Provence, même si ce panneau est actuellement visible au musée du Vieil Aix. Nous savons précisément les conditions de la commande de ce tableau. Dans son testament, daté du 9 décembre 1442, un drapier aixois du nom de Pierre Corpicci, qui travaillait surtout pour le roi René d'Anjou, commande ce triptyque afin qu'il soit placé au-dessus de l'autel de sa chapelle dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Dans ce testament sont aussi mentionnés une prédelle et un superciel, c'est-à-dire la partie supérieure du retable, dont nous ignorons s'ils ont été finalement peints. Le tableau est achevé entre 1444 et 1445. Les volets fermés, le retable représente un Euli Metangere, représentant la figure de Marie-Madeleine sur le volet gauche, agenouillée devant le Christ sur le volet droit. Les volets ouverts, le retable représente une annonciation dans une église sur le panneau central, flanquée de 2 figures de prophètes, Isaïe sur le volet gauche et Jérémie sur le volet droit. Même si l'on exclut la possibilité d'une identification à Barthélemy d'Eck, il est clair que l'auteur de ce triptyque connaissait parfaitement, et sans doute de première main, un certain nombre de tableaux néerlandais. Certains pouvaient lui être connus en France. La figure du Dieu le Père, lançant le souffle du Saint-Esprit en direction de la Vierge, qui traverse une vitre de sa maison, nous renvoie par exemple au retable de la crucifixion de Mercure Bruderlam, visible à Champmol et auquel le maître de l'Annonciation d'Aix a également emprunté les arcades surmontant la partie gauche de l'architecture. D'autres éléments ont été empruntés à des modèles Van Eyck, comme le choix de représenter l'Annonciation dans une église, vue selon un système perspectif au point de fuite décentré vers la droite, qui évoque notamment un fameux tableau de Van Eyck. En dehors de ce retable, les historiens de l'art savent également que Barthélemy d'Eck a œuvré comme peintre enlumineur. Et l'on a rapproché Barthélemy d'Eck d'un artiste dont le nom de convention, le maître du cœur d'Amour-et-Prix, est dérivé d'un livre qu'il a illustré pour le comte du duc d'Anjou. Écrit par René d'Anjou vers 1457, le livre du cœur d'Amour-et-Prix raconte les mésaventures allégoriques d'un cœur qui, volé à un poète par Cupidon pendant son sommeil, devient le chevalier Cœur, est accompagné dans ses errances par son écuyer Désir, et finit par retrouver sa dame, Douce Merci, qui avait été faite prisonnière par crainte, honte et refus. Le volume conservé à Vienne contient 16 miniatures
probablement entamés après 1457. Ils devaient en contenir 29 autres, mais la mort de leur auteur explique probablement qu'elles n'ont jamais été peintes. L'épisode illustré ici, au recto du folio 15, a lieu au début de l'histoire. Égarés par la perfide jalousie, cœur et désir se perdent dans une forêt à une nuit d'orage. Ils s'arrêtent finalement près d'une fontaine et décident de s'endormir sous un tremble. Tremblant à claques-dents pour la rafraîcheur de la terre et la froideur de la pluie dont ils étaient baignés. Cœur est alors réveillé à l'aube par un cauchemar. Il se leva en son séant et regarde Désir son compagnon qui était près de lui, qui si fort dormait, qui s'il n'eût dormir de 3 jours. Il vit ensuite le jour, bel et clair, et le soleil qui commençait à rayer, avant de commencer à environner la fontaine et le marbre, son eau noire, hideuse et malnecte. Et à lire les inscriptions sur la dalle de marbre de la fontaine, découvrant qu'il s'agit de la fontaine de fortune. Comme dans plusieurs autres miniatures du volume, le peintre s'intéresse particulièrement au rendu des effets de la lumière, comme nous pouvons le constater à la manière dont il rend compte ici des rayons du soleil, des vibrations de l'air du ciel par petites touches superposées ou des ombres portées au sol. Ces dernières ne convergeant pas vers le même point, elles ne suivent toutefois pas une logique perspective rigoureuse, relevant davantage de l'observation empirique que d'une réelle compréhension des règles de l'optique. Si la construction de l'espace par plans successifs, matérialisés par des figures ou des motifs paysagers, rivières, ponts, arbres ou rochers, évoque la grammaire mise en place par les Van Eyck au début du siècle, le traitement curieusement schématique de certaines matières, comme la robe des chevaux ou les pièces d'armure, qui ne reçoivent ni réau de lumière ni véritable modelé, diffèrent radicalement de la manière détailliste alors en vigueur chez les artistes à Bruges ou à Gand, ainsi que chez les maîtres enlumineurs néerlandais. D'un point de vue plastique et technique, le peintre dirige plutôt ses regards vers la communauté des peintres néerlandais actifs à Paris durant les 2 premières décennies du XVe siècle. La forme et le rendu des troncs et des feuillages, ainsi que la manière dont les touffes d'herbe du gazon, les rayons du soleil ou la vibration de l'air sont rendus, renvoient directement au modèle mis en place par le maître de Boucicaut lors de ses années d'activité parisienne entre 1405 et 1420. Les pointillés colorés utilisés pour modeler les formes et caractériser les matières renvoient également et directement au procédé utilisé par les peintres enlumineurs néerlandais contemporains. Cette convergence des sources laisserait supposer que ce peintre aurait pu être formé à Paris ou préférablement dans le sud des Pays-Bas, dans le sillage des peintres qui à Gand, Bruges ou Tournai réinterprètent les modèles de leurs collègues parisiens et intègrent progressivement les innovations apportées par les Van Eyck. Ces hypothèses, notons-le, ne seraient pas en contradiction avec certains arguments avancés pour appuyer l'identification du maître du cœur d'amour épris à Barthélemy d'Eck. Nous venons d'évoquer les liens personnels de Barthélemy d'Eck avec un autre grand artiste actif en Provence durant cette période. Il s'agit d'Enguerrand Carton, qui a travaillé, selon toute probabilité, comme peintre, verrier et enlumineur. Il est né au début de la 2e décennie du XVe siècle, dans la région de Laon, dans la partie occidentale de ce diocèse, peut-être dans la région de Saint-Quentin. La proximité de cette région avec le sud-ouest des Pays-Bas, la Picardie, l'Artois et la Flandre, mais aussi le Hainaut, permettrait de supposer que dès ses années de formation, Carton acquiert une bonne connaissance des maîtres néerlandais. Il est documenté pour la première fois en Provence en 1444. La même année, son nom apparaît dans un acte notarié, en compagnie, on l'a dit, de Barthélemy d'Eck. Il réside ensuite à Arles en 1446, puis à Avignon, où il reçoit des commandes du légat papal en 1447. Certains historiens de l'art supposent enfin que Carton aurait pu séjourner en Italie vers 1450, à l'occasion du grand jubilé du pape Nicolas V à Rome. Si l'on sait que Royer van der Weyden se rend effectivement à Rome à cette occasion, aucun document ancien ne permet de confirmer ou d'infirmer la présence de Carton en Italie. Nous savons en tout cas que Carton est en Provence au début des années 1450, puisqu'il reçoit à ce moment plusieurs grandes commandes de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, près d'Avignon. L'une d'entre elles est sa fameuse Pietà, dont la structuration compositionnelle et l'économie expressive font penser à un modèle déjà évoqué dans notre épisode consacré à l'art espagnol du XVe siècle. Je veux parler de la Pietà
de Rory van der Weyden. C'est au même van der Weyden que fait également référence Carton dans une autre commande ayant la même destination, le couronnement de la Vierge, aussi peint entre 1453 et 1454. Ce tableau est tout à la fois un portrait collectif de la congrégation des Chartreux de Villeneuve et une ode à la Vierge, grâce à l'intercession de laquelle l'humanité trouvera son salut. Parmi les personnages dépeints sur les côtés et qui prient devant la gigantesque apparition de la Vierge, couronnée par Dieu le Père, son Fils et la colombe du Saint-Esprit, on reconnaît plusieurs membres de l'ordre des Chartreux. Jean de Montagny, qui a signé le contrat avec le peintre, Antoine, son frère, ou encore Guillaume de Montjoie, l'évêque de Béziers. De façon exceptionnelle, nous avons conservé ce que l'on appelle le prix fait, c'est-à-dire le contrat passé entre l'artiste et son commanditaire. Tous les détails iconographiques y sont précisément spécifiés, notamment pour la partie supérieure de la composition. Le paradis, et en ce paradis on doit voir la Sainte Trinité, et du Père au Fils ne doit avoir aucune différence, et le Saint-Esprit en forme de colombe, et Notre-Dame devant à laquelle la Sainte Trinité mettra la couronne sur la tête. Pour résoudre cette contrainte, Carton fait appel à une convention largement répandue dans la peinture européenne du début de la période moderne, consistant à représenter de la même manière le Christ et Dieu le Père, qui, ici, se répondent en miroir, tandis que la colombe du Saint-Esprit, déployant ses ailes de façon parfaitement symétrique, est alignée avec l'axe central de la composition. En revanche, le choix de répartir autour de ce groupe les figures des saints et des donateurs, mais aussi une crucifixion autour de laquelle, dans un paysage panoramique et une vue de ville, des anges précipitent des âmes en enfer ou les sauvent du purgatoire, renvoie directement au choix compositionnel du triptyque du Jugement dernier, peint par Rory van der Weyden, que Carton a très certainement eu l'occasion d'étudier en passant par les hospices de Beaune. Le peintre Nicolas Froment, également actif en Provence, mais un peu plus tard dans le siècle, a probablement eu une formation assez similaire à celle de Carton. Ce peintre, originaire du sud des Pays-Bas bourguignons, a en effet certainement fait ses armes en Picardie ou dans l'Artois, dans l'entourage du peintre enlumineur Loisel Yédet. Le 18 mai 1461, il signe ce triptyque de Lazare, sa première œuvre documentée, commandée par Francesco Copini, évêque de Terni, dont la présence est attestée à Bruges entre 1459 et 1462 et qui offre le retable à Côme de Médicis avant que ce dernier ne le lègue lui-même au couvent de Bosco ai Frati, qu'il avait fait reconstruire au nord-est de Florence. Cette œuvre met en évidence une culture visuelle dominée par les modèles de Liédet, reconnaissables aux physionomies, aux drapés et aux gesticulations des figures. Sa manière apparaît toutefois assez rudimentaire, avec un manque de maîtrise évident dans le traitement des drapés, une approximation considérable dans le rendu de la perspective et des visages grimaçants et stéréotypés que le peintre n'hésite pas à répéter d'un panneau à l'autre, le Christ et Saint Jean par exemple. Froment finit ensuite par quitter les Pays-Bas au début des années 1460 pour s'installer en Provence, où un certain nombre de compatriotes avaient rencontré le même succès, on l'a vu. Il est mentionné pour la première fois dans la documentation ancienne en 1465 à Uzès, puis en Avignon en 1468, où des achats de propriétés montrent le succès qu'il a rencontré en une dizaine d'années en se consacrant à la réalisation de retables pour des églises de la région, en Avignon ou Aix-en-Provence, ainsi qu'à la conception des costumes et des architectures éphémères créées à l'occasion des fêtes. Entre 1475 et 1479, il travaille à la cour de René d'Anjou lui aussi, ce qui le conduit peut-être à séjourner à Naples. À la mort du duc, il poursuit ses activités en Avignon, pour la ville ou les notables locaux. C'est pour le roi René que le peintre réalise ce triptyque du buisson ardent, destiné au maître-autel de la chapelle dépendant du couvent des Grands Carmes à Aix-en-Provence, et pour lequel le peintre finit d'être payé en 1476. Fermés, les volets extérieurs montrent l'Annonciation à Joachim en grisaille. Ce choix fort traditionnel, presque banal, renvoie aux conventions mises en place par Van Eyck et que l'on retrouve dans un certain nombre de ses œuvres ou des œuvres produites par ses assistants et ses suiveurs. Ouvert, le retable est articulé autour de la scène principale représentant le thème du buisson ardent, auquel est curieusement associée une Vierge à l'enfant.
Sur les volets sont représentés dans de riches intérieurs René d'Anjou et sa seconde épouse, Jeanne de Laval, agenouillés en prière devant des pupitres ornés de leurs armes et sur lesquels est posée une Bible, avec une couronne dans le cas du roi. Ils sont tous les deux escortés par 3 saints liés à l'histoire du royaume. À gauche, le roi vêtu de l'habit des chanoines de Saint-Victor est accompagné de Marie-Madeleine, sainte patronne de la Provence, Antoine le Grand et Maurice d'Anjou, le patron d'Angers, qui porte la bannière du 2e ordre du Croissant que René avait fondé le 11 août 1448. À droite, la reine est accompagnée de Saint Jean, le saint patron du roi et de la reine, Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Nicolas, le saint patron de la Lorraine. Ces références personnelles se développent également dans l'arrière-plan du panneau central, dont les 2 villes représentent probablement Semur et son château en Anjou et la cité d'Avignon. De nombreuses lectures fort savantes ont été proposées de ce retable, à l'iconographie apparemment si originale que l'on a pensé qu'elle ait pu être inspirée par les écrits théologiques associés à l'abbaye marseillaise de Saint-Victor, voire par le roi lui-même. L'explication est pourtant beaucoup plus simple. Il est probable en effet que Froment se soit inspiré d'un des nombreux exemplaires de la Bible des pauvres, dont les éditions néerlandaises associent de façon typologique le thème de la Sainte Famille à celui du buisson ardent et du bâton fleuri d'Aaron. Cette association est d'ailleurs ancienne, fréquente chez les pères de l'Église orientaux, avant d'être largement diffusée chez les théologiens du Moyen-Âge, jusqu'à entrer dans les rituels liturgiques. Froment reprend littéralement la scène du buisson en plaçant Moïse dans la partie inférieure droite, en le représentant dans la même attitude, ébloui par la gloire de Dieu et se déchaussant à sa demande, en donnant la même forme au buisson et aux flammes, et allant jusqu'à calquer le petit chien blanc sur celui de la Bible. Si nous suivons la logique de cet emprunt, le thème fédérateur du retable est donc, comme celui de l'estampe de la Bible, celui du mystère de l'incarnation, car tout comme le buisson était embrasé mais ne se consumait pas, selon une expression du livre de l'Exode, le corps de Marie a miraculeusement enfanté le Christ tout en demeurant vierge. Froment l'a parfaitement compris, qui associe à l'épisode du buisson à celui de l'eau jaillie du rocher, autre scène préfigurant l'avènement du Seigneur, et surmonte la scène d'une inscription portée sur le cadre qui résume finalement le thème du retable. « Celui qui me trouve la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur. » L'escargot, inséré au premier plan, est à l'avenant puisqu'il est un symbole habituel de la virginité mariale avec la dame à la licorne représentée dans le coin supérieur droit de la composition. Plus maîtrisé techniquement que le triptyque de Lazare, le retable du buisson ardent est aussi très proche des productions d'un certain nombre d'imitateurs néerlandais de Rogier van der Weyden, dont un peintre que les historiens de l'art ont baptisé du nom de convention de maître de la rédemption du Prado. Froment lui emprunte l'encadrement du panneau central, lui-même dérivé d'une invention de van der Weyden, rassemblant les figures des 12 rois de Juda, représentées comme s'il s'agissait de statues dans des niches surmontées de dais à pinacles. Un dernier artiste, actif en Provence et originaire des Pays-Bas, mérite d'être mentionné ici. Il s'agit de Jos Lieferinks. Natif du comté de Hainaut dans le diocèse de Cambrai, sa famille vient peut-être du village de Liefering, à 25 km à l'ouest de Bruxelles. Le lieu de sa formation et le nom de son ou de ses maîtres sont inconnus. Mais il est ensuite documenté entre 1493 et 1505 à Marseille, Aix-en-Provence et Avignon, où il est le plus souvent présenté comme un peintre entre guillemets picard. Il est probable qu'il ait effectué d'abord un séjour en Avignon où il a été en contact avec le peintre Jean Changenet II, dont il finit par épouser la fille Michel en 1503. Avant cette date, il a probablement effectué un séjour dans l'atelier de Changenet, au cours duquel il a pu se sensibiliser à la manière des artistes avignonnais de la génération antérieure, mais également diffuser les solutions formelles en vogue dans les Pays-Bas durant le dernier tiers du XVe siècle. Il s'installe ensuite à Marseille, où il est documenté entre 1493 et 1500, travaillant d'abord avec Philippon Mouroux, possiblement un ancien élève de Changenet, puis le peintre d'origine piémontaise Bernardino Simondi. 5 de ces retables sont mentionnés dans des registres de notaires,
Il a également travaillé dans la région de Marseille pour le couvent des dominicains de Saint-Maximin à Sainte-Baume, à 50 km au nord-est de Marseille, et à Aix, où il se rend à plusieurs reprises en 1499. Cette monumentale crucifixion est mentionnée pour la première fois au Parlement de Bourgogne à Dijon, mais aucun document ancien ne permet d'affirmer pour quel lieu elle a été réalisée précisément et originellement. S'il apparaît spontanément logique, et même évident, d'attribuer cette œuvre dijonnaise à un maître dijonnais et non pas à un maître provençal, l'identification du modèle sur lequel cette œuvre a été presque littéralement fondée, cette crucifixion, peinte au début des années 1480 par Ludovico Brera, un peintre actif dans les régions niçoises, génoises et liguriennes, permet de situer son lieu de production dans le sud de la Provence et même dans la région de Marseille, où l'œuvre de Bréa jouit alors d'un grand succès. Parmi les peintres alors documentés dans le sud-est de la France, seul Lieferings présente la double caractéristique de vivre en Provence et d'avoir plusieurs liens directs avec Dijon, où il a peut-être suivi l'atelier de son maître en 1490 et où travaillait son beau-frère Pierre au moment de la réalisation du tableau. Peut-être est-ce ainsi, par l'entremise de ce dernier, que Lieferings est contacté pour réaliser le retable, alors qu'au même moment, en 1500, les héritiers du chancelier Nicolas Rolin vendent l'hôtel familial à la municipalité de Dijon qui y installe son administration. Au premier plan, nous retrouvons le Christ crucifié entouré de la Vierge et de Saint Jean. Les attitudes assez raides des figures, leur physionomie avec un visage allongé, de longs et larges nez, les drapés mêlant les plis courbés et cassants et les puissants contrastes chromatiques entre les rouges et les noirs, renvoient directement au modèle de Dirk Bouts par exemple, ou des peintres de Haarlem du début du XVe siècle. Le paysage montagneux, peint à l'arrière-plan, proche d'ailleurs du tableau de Bréa, est également typique de ceux que l'on peut trouver dans la peinture religieuse néerlandaise des années 1480, mais présente surtout par la manière dont la profondeur est creusée par l'alternance des rochers, des arbres et des petits édifices, mais aussi des nuages, nombreux dans le ciel, renvoie également au retable de la crucifixion de Jos van Wassenhove, juste de Gand, qui avec Hugo van der Goes semble avoir également frappé le jeune peintre par la monumentalité de ses figures. Dans le ciel, au thème classique des anges se lamentant, qui sont également souvent fondés sur des modèles néerlandais, est associée une représentation de Saint Michel défendant les élus contre les attaques des démons, dont l'apparence évoque d'ailleurs ceux qui assaillent Saint Antoine dans la célèbre estampe gravée au début des années 1470 par Martin Schongauer et rapidement diffusée dans l'ensemble de l'Europe. Il est intéressant, pour finir, de constater que plusieurs artistes néerlandais de la génération de Lieferings ont travaillé pour des clients aussi bien locaux qu'internationaux, sans doute dans le cadre du marché de l'art ouvert. Il est possible que le départ de Lieferings des Pays-Bas et son installation en Provence soient liés, comme celui de Nicolas Froment, à l'intensification de la diffusion des modèles néerlandais en Europe, mais aussi au souci de s'ouvrir un nouveau marché au sein duquel ce peintre cherchait à bénéficier d'un certain monopole, d'abord à Avignon, puis dans le sud de la Provence. La France, comme le Saint-Empire ou l'Espagne, sont donc des foyers qui, à peu de distance temporelle, réagissent de façon très vive et dynamique aux nouvelles solutions plastiques et iconographiques qui sont proposées dans les anciens Pays-Bas et dans une moindre mesure en Italie, où dans le même temps, les maîtres continuent de faire avancer leur art, notamment à Florence, Rome et Venise, qui sont toujours les principaux centres artistiques de la péninsule. C'est à ces nouvelles évolutions artistiques, au début du XVIe siècle, que sera consacré le chapitre 5 de ce cours.